Bon, vous vous en doutez, on va parler de films d'horreur. Avec les succès récents, tout le monde a un peu donné son avis sur le cinéma horrifique. Ça, c'est un vrai film d'horreur. Ça, c'est un faux film d'horreur. Le cinéma gore, c'est pour les psychopathes, et ça n'a pas d'intérêt. Et je vous rassure, on va pas prendre seulement pour exemple le cas récent de Terrifier 3, même si c'est tentant quand même. Trop déçu les mecs, c'est que du gore, on dirait un Scary Movie. Bref, on va voir que le genre horrifique peut être plus profond qu'on ne le pense, et que malgré sa mise à l'écart des médias et de pas mal d'influenceurs, il ne représente pas une sous-culture, tout en parlant de la violence et du rôle des interdictions. Vous allez voir, ça va être cool. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée. C'est incroyable. Aujourd'hui, je vous présente Winx DVD Reaper Platinum, un outil de conversion ultra puissant pour tous vos DVD. Avec ce logiciel, vous pouvez numériser vos DVD pour les récupérer en format numérique sur votre ordinateur et les convertir dans plus de 350 formats différents, MP4, 1080p, HEVC et bien d'autres. Vous pouvez ainsi récupérer tous vos films préférés de vos anciens DVD sur n'importe quel appareil, iPhone, iPad, Android, TV, ordinateur et même en voiture. Mais évitez de conduire en regardant un film. Conseil de pro. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et pour célébrer leurs 80 millions d'utilisateurs dans le monde, rien que pour la chaîne, on nous offre 1000 copies premium gratuites. Un logiciel premium qui est bien plus performant, évidemment, que la version de base. Ça va vous permettre de graver vos DVD bien plus rapidement que si vous avez la version gratuite. Bah voilà, je crois que c'est tout ce qu'il nous reste à dire. T'as pas une bière, frérot? Merci. Et ce n'est pas tout, si vous voulez passer de la version gratuite à la version complète, vous bénéficierez d'une réduction de 81% avec d'autres logiciels complémentaires proposés par la même boîte. Alors si vous voulez obtenir déjà une copie gratuite du logiciel, ou si vous voulez en savoir plus, tous les liens sont en description. Moi par exemple, je me suis servi du logiciel pour graver un ancien DVD de mes anciennes vacances en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Ça c'était incroyable, pourvu que mes proches ne tombent pas dessus. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bref, un grand merci à eux de rendre tout ça possible et surtout, merci à vous. Si cette immense aventure peut exister, c'est grâce à vous derrière votre petit écran. Pas vrai mon petit pote? Il est pas très bavard. On est en 2009, en direct dans une célèbre émission de télévision. Éric Zemmour est intervenant et prononce ces mots. Je suis pas d'accord. Je pose la question. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes. Le rap est une sous-culture. Cette déclaration lancée par Éric Zemmour reflète le mépris traditionnel réservé aux formes d'expression populaire et marginale. L'idée que le rap ne pourra jamais devenir un genre légitime parce qu'il parle de violence, de drogue, qu'il y a une forme d'égocentrisme et d'égo-trip de la part du poète qui prononce ces mots sur une instrumentale rapide et frénétique. Maîtrise les cérémonies, lunatique, ainsi est la vie, chaos et harmonie. Pourtant, à peine une décennie plus tard, le rap est devenu la voix d'une génération, jouissant d'un rayonnement culturel et critique sans précédent. Tout le monde écoute du rap, en passant de l'adolescent qui va au collège, à la mère de famille qui met la radio dans sa voiture, jusqu'au trentenaire nostalgique d'anciens albums. C'est la musique la plus écoutée en France. Et au début des années 2000, dans les médias et pour des générations anciennes, personne, je dis bien personne, n'aurait parié là-dessus. Vous trouvez que tous les mecs qui se trémoussent autour des piscines avec des gonzesses à poil et des Ferrari, c'est un peu ridicule? Alors oui, il y a de bons albums de rap et il y a de mauvais albums de rap, mais c'est comme dans tout. Dans l'art en général, il y a de bonnes musiques, de bons films, de bons livres, de bons jeux vidéo, et il y en a d'autres qui sont moins bons ou moins bonnes. Et ça marche aussi pour les êtres humains. Je parle du rap car c'est le genre musical que je connais le mieux. Et quand j'étais plus jeune, on écoutait du rap entre amis, mais dès que les parents rentraient dans la pièce, on coupait, parce qu'on n'avait pas vraiment le droit d'écouter ce genre de choses. Bon, c'est en partie à cause de Caris. Voilà, vous avez compris pourquoi.
Mais c'était aussi la même chose pour des générations plus anciennes avec le rock. Le rock, c'était la musique des délinquants, des caïds qui portent des cuirs noirs et qui tabassent des gens en moto. Bon, merci pour votre offre, docteur, mais ma moto est à 2 pas, alors on va rentrer par nos propres moyens. Et là, vous êtes en train de vous dire « Mais Romain, c'est bien cool tout ça, mais si je me suis abonné à ta chaîne, c'est pour entendre parler de films d'horreur, et là t'es en train de nous parler de musique ?» Mais faites-moi confiance, vous allez voir. Tout comme le rock et tout comme le rap à son époque, le cinéma d'horreur subit encore des préjugés similaires. Pourtant, c'est un genre qui est bien plus ancien que ces deux cultures musicales, souvent dépeint comme une sous-culture violente, vulgaire ou sans réelle valeur artistique. Moi je me pose cette question-là parce qu'évidemment je me suis posé la question très souvent et on en a parlé évidemment souvent. C'est pourquoi en Espagne ils ont réussi à faire un cinéma tellement fort qui va de l'orphelinat dans les gros budgets à Rec dans les petits budgets et parviennent à toucher des millions de spectateurs en Espagne, à gagner tous les Césars, les Goya là-bas. Et pourquoi nous en France on est incapable de faire ça? Il y a peut-être quelque chose dans la culture française qui fait qu'il y a une sorte d'a priori. L'horreur reste largement reléguée au rang de genre marginal, malgré la popularité qu'il rencontre auprès d'un public toujours plus large et diversifié. Bien des œuvres horrifiques sont reçues avec condescendance ou indifférence par une critique traditionnelle qui leur refuse le statut de vraie culture, notamment en les réduisant à des clichés de violence gratuite et des clichés de scénarios minimalistes. Les films d'horreur, c'est simplement des meurtres qui s'enchaînent sans scénario pour des malades qui devraient être enfermés. Les films d'horreur, c'est simplement de jolies brunes qui échappent à un tueur masqué. Les films d'horreur, c'est simplement des étudiants stupides en colonie de vacances. Me faites pas croire que vous avez jamais entendu ce genre de phrase. Je peux voir les films d'horreur au cinéma, on nous prend trop pour des cons, attends, c'est toujours la même chose. C'est toujours une bande de jeunes, hein, qui louent une maison, isolée du reste du monde à cause de la marée ou je sais pas quoi. Déjà, un coin où on n'irait pas, nous, tu vois, bon bah eux, ils la louent. Ces préjugés sont entretenus par les médias de masse. Pire encore, ils n'en parlent jamais. La seule fois de mon existence où j'ai entendu parler de la sortie d'un film d'horreur par un média traditionnel français, c'était pour en dire du mal. Et c'était récemment, avec la sortie de Terrifier 3. On y reviendra. Mais il n'y a pas seulement les médias, il y a aussi des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui les réduisent souvent à des œuvres sans subtilité, motivées uniquement par la recherche de sensations fortes. Ce n'est pas un putain de film d'horreur! Merde! Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur! Merde! Pourtant, le cinéma d'horreur, dans sa diversité et sa complexité, aborde des thématiques d'une richesse insoupçonnée. Que ce soit à travers des œuvres historiques comme Psychose d'Alfred Hitchcock, explorant l'obsession et, vous l'aurez compris, la psychose. S'il lui arrivait de ressentir une quelconque attirance pour une autre femme, le côté maternel de son personnage réagissait. Que cela soit le cinéma horrifique des années 80, avec un film comme le premier opus de la saga Freddy, Les Griffes de la Nuit, concevant un monde des rêves fascinant, développant déjà, à son époque, la surprotection des enfants. Nancy, you're sick. There's something wrong with you. You're imagining things. You'll feel better when you sleep. It's just as simple as that. Même la scène d'ouverture de Scream est une leçon de mise en scène et de montage si vous voulez obtenir un exemple parfait de ce que représente le langage du cinéma. Je ne parle même pas de films contemporains comme Get Out de Jordan Peele, disséquant les tensions raciales, où l'horreur se révèle comme un outil puissant d'analyse sociale, d'exploration psychologique et d'expression artistique. Peau claire, voire blanche, ont eu le vent en poupe pendant quoi? Au moins quelques centaines d'années. Mais aujourd'hui, on a le retour du balancier. Le noir est à la mode. La notion de sous-culture appliquée au cinéma d'horreur. La sous-culture se définit souvent comme un exemple de pratique culturelle minoritaire ou divergente, qui s'oppose aux codes normaux de la culture dominante. Ça veut rien dire. Dans l'idée, pour les films d'horreur, l'expression sous-culture est régulièrement utilisée pour désigner des œuvres perçues comme étant en dehors du cadre de la haute culture, attribuées à des films considérés comme cultes par une frange passionnée du public, mais délaissés ou méprisés par la culture mainstream. Le cas Terrifier 3, sorti cette année, en 2024, illustre bien ce phénomène.
Ce film à petit budget, réalisé par Damien Léon, a rencontré un succès viral grâce à sa brutalité graphique et à son personnage central, Dart le clown, figure monstrueuse et énigmatique. Les réactions médiatiques se sont polarisées autour d'une condamnation sévère de sa violence graphique, le qualifiant de dérangeant et même de danger pour le public, réduisant le film à une caricature de lui-même. Terrifier 3, c'est le premier film d'horreur à être interdit aux moins de 18 ans au cinéma depuis presque 20 ans. Trop déçu les mecs, c'est que du gore, on dirait un Scary Movie. En un mot, comment c'était le film s'il vous plaît? Gore. En un mot, comment c'était s'il vous plaît? Loin de toute analyse de fond, parce que non, Terrifier 3, c'est pas seulement du gore et des meurtres, c'est des thématiques religieuses, la conception d'un nouveau Christ choisi par les cieux pour se sacrifier, pour imposer son nouvel ordre religieux sur Terre. C'est une mythologie avec un monde surnaturel où nous devons par nous-mêmes trouver des réponses, tout en faisant déjà référence à la mythologie grecque dans le précédent opus, sans parler des entités Lovecraftiennes, car incompréhensibles pour le commun des mortels. Bref, il y a tellement de choses qui font appel à une grande créativité. En plus de tous les domaines artistiques impliqués, comme les maquilleurs, les artistes confectionnant les effets visuels, car contrairement à la majorité des films sortant en salle, qui font appel à des ordinateurs et à bon nombre d'effets numériques, les films d'horreur utilisent encore de véritables artistes, confectionnant les effets spéciaux dans des ateliers. Alors là, je suis en train de faire une sculpture de créature pour pouvoir faire un tirage en résine, et au final le tirer en silicone comme la tête qu'il y a à côté de Laurent. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier-là? Alors je suis attiré par tout ce qui est cinéma fantastique, horreur. Donc oui, réduire Terrifier ou d'autres franchises comme Freddy, Halloween, Massacre à la tronçonneuse, Hellraiser à des univers violents et c'est tout, c'est ne pas s'y connaître, ne pas comprendre l'ensemble des thématiques et des domaines artistiques impliqués. Tiens d'ailleurs, parce qu'on parle de Massacre à la tronçonneuse, The Texas Chainsaw Massacre, despite its lack of on-screen bloodshed, would attract an R rating in the States. However, elsewhere in the world, the censors were not quite so lenient. In 1975, the British Board of Film Censors refused to grant Chainsaw a theatrical certificate, with BBFC Secretary James Furman commenting that the film seemed like the pornography of terror. Furman said at the screening of Texas Chainsaw Massacre that this film is fine for middle-class intellectuals at the National Film. C'est aussi un film qui a souffert d'une réputation de masse mais absolument désastreuse. Tout le monde disait que Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui racontait pas grand chose, on voyait simplement une héroïne se faire torturer à la fin du film, où il y avait des scènes de course-poursuite avec des tronçonneuses. Tout le monde disait que c'était un film qui ne racontait rien, alors que ça parle de territoires abandonnés, et notamment d'une partie de l'histoire américaine, où on a tout un tas de territoires qui ne grandissent pas de la même manière que, notamment que le côté est américain, et donc ces territoires, ils sont abandonnés. On a eu à peu près le même cas pour les campagnes françaises au 19e siècle. On avait Paris, on avait les villes, et de l'autre côté, tu avais les campagnes où il y avait des mentalités différentes qui n'arrivaient pas à évoluer. Bon bah là, c'est un problème à peu près similaire, mais pour le cas des États-Unis, évidemment le cliché de l'Amérique, le Texas, mais c'était un territoire, et qui est toujours d'ailleurs un territoire où il y a des mentalités différentes, et où il y a surtout beaucoup de manques, beaucoup de choses qui ne sont pas encore présentes dans ces territoires. Et d'une certaine façon, ce que je trouve intéressant dans Massacre à la tronçonneuse, c'est que c'est un film qui parle de ça, mais qui va pas les juger. Alors il pourrait les juger d'une certaine façon avec la famille des Sawyers, la famille de Leatherface, qui sont complètement tarés, ils sont complètement malades, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On peut voir ça d'une certaine façon que c'est fait pour critiquer ces personnes, mais en même temps le film ne le fait pas. Ce que raconte véritablement le film dans son âme profonde, c'est le fait que, regardez, vous écartez ces territoires, vous ne les laissez pas s'intégrer, ben voilà les conséquences. Et je trouve que c'est un message qui, mine de rien, à partir d'un simple film d'horreur qui peut paraître un peu bankable avec ce côté on a un gros slasher avec un tueur qui a une tronçonneuse, pour au final te donner un film qui est rempli de messages et qui surtout te fait réfléchir. Mais réfléchir de la bonne façon, parce que ces messages-là ne vont pas se mettre aux dépens du récit. On a toujours cette proposition qui est très ouverte, qui peut convenir à beaucoup de personnes, tout en apportant une certaine forme de brutalité pour convenir à ses spectateurs en manque de sensations fortes, tout en proposant en arrière-plan tout un tas de messages, tout un tas d'éléments qui peuvent vous faire réfléchir. Et c'est justement pour cette raison précise que encore aujourd'hui, on parle de Massacre à la tronçonneuse,
et que c'est devenu un film culte. S'il n'y avait pas ces messages en arrière-plan, si on pouvait pas théoriser pendant des heures sur ce que raconte véritablement le film, si on n'avait pas tous ces messages-là et toutes ces propositions-là, le film n'aurait pas aussi bien vieilli, et surtout le film ne serait pas devenu culte. J'en suis convaincu. Bref, tout ça pour dire que le premier opus de Massacre à la tronçonneuse, il a souffert d'une réception assez difficile, et il y avait tout un tas de personnes qui le pointaient du doigt en disant que c'était un film pour les malades mentaux et des personnes en manque de sensations fortes. That it was the massive kind of cumulative frenzy of the Texas Chainsaw Massacre which wasn't acceptable, and therefore the whole thing had to be cut. C'est limite si t'étais pas considéré comme un malade lorsque tu voulais voir ce film et qu'il fallait t'interner. Ils sont accusés de glorifier ou de banaliser la violence, sans que leur sous-texte ou leur symbolisme ne soit exploré en profondeur, en élargissant l'exemple. Des œuvres d'horreur cultes comme Night of the Living Dead de George Romero, pourtant riches en thématiques sociales et politiques, furent considérés à leur sortie comme des spectacles d'exploitation bon marché, de simple divertissement, alors que c'est un pilier du cinéma engagé qui critique subtilement la société américaine de son époque, en abordant la question de la guerre, du racisme et de la fracture sociale. Dans une autre de ses œuvres, Zombie, Romero critique l'Amérique des 30 Glorieuses, qui surconsomme. Les zombies reviennent dans les lieux qui ont été le plus importants dans leur vie, sans se souvenir de la raison du pourquoi ils sont là, puisqu'ils sont morts à l'intérieur, et pour une bonne partie des Américains, le lieu le plus important de leur vie, c'était le supermarché. Le supermarché, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils savent qu'on est ici? Non, c'est par habitude. Sans savoir au juste pourquoi. Dans leur vie passée, ils venaient ici, ils s'en souviennent vaguement. Mais qui sont-ils? Ils sont nous, c'est tout. L'enfer n'a plus assez de place. Quand l'enfer n'a plus assez de place, les morts reviennent sur la terre. Ce mépris initial pour l'horreur vient d'une méconnaissance des intentions profondes qui animent le genre et de son potentiel à refléter les angoisses et dilemmes de la société. These are almost just an annoyance, you know, they could be any disaster. To me, there's no reason to do a fantasy or unless it's allegory, unless it's metaphorical. Il raconte une histoire violente et nous montre des meurtres, mais il y a tellement d'autres choses qui donnent une véritable profondeur à ce genre. Des métaphores, des sous-textes, des sous-thématiques, des messages, des sujets philosophiques, et c'est même pas une blague. Moi personnellement dans la vraie vie, j'ai eu des débats absolument incroyables sur la moralité de John Kramer de la saga Saw. Pendant que j'étais au bar par exemple, avec des personnes qui m'ont parlé de films d'horreur, ils m'ont dit qu'ils avaient vu Saw, qu'ils avaient vu toute la saga, et tout d'un coup ils m'ont parlé de John Kramer en me disant que sa moralité était fascinante. Qu'est-ce qui peut guérir le cancer, mon cher Eric? Quoi? Qu'est-ce qui guérit le cancer? Vous le savez? J'avoue que j'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas en torturant et en tuant des gens pour son plaisir. Je n'ai jamais tué qui que ce soit dans mon existence. La décision leur appartient. Et la moralité de John Kramer, c'est un sujet philosophique sur le sens de la justice, sur le sens de la moralité humaine, sur la différence entre le bien et le mal, sur le sens de la mort. Est-ce que un individu qui se prend pour Dieu a le droit, selon ses propres codes, de décider ou non du sort d'une personne? Et quand je parle du sort d'une personne, je veux bien entendu parler de savoir s'il va rester en vie ou il va passer de l'autre côté. Parce qu'en fin de compte, le personnage te regarde droit dans les yeux, toi, en tant que spectateur, et il te dit « Est-ce que j'ai tort véritablement? Est-ce que j'ai tort de décider de la mort d'un pédophile? Est-ce que j'ai tort de décider de la mort d'un agresseur sexuel? De la mort d'un meurtrier d'enfants, par exemple? Est-ce que j'ai véritablement tort, au fond, de vouloir tuer ces personnes ?» Et toi, en tant qu'individu, tu regardes ça en tant que spectateur, t'as pas envie de dire « Bah non, il a tort, faut sauver ce pédophile. » T'as pas envie de dire ça. Mais en même temps, tu te dis « Si je soutiens John Kramer dans sa démarche, est-ce qu'au fond je vaux mieux que ces criminels? Est-ce qu'au fond je vaux mieux que ces pédophiles, etc. » Alors oui, on vaut mieux qu'eux parce que nous on est des simples spectateurs, mais tu vois, c'est ce genre de débat super intéressant qu'on peut avoir uniquement à partir d'une seule franchise horrifique, et la saga Saw c'est pas non plus la saga la plus intellectuelle au monde, on va pas se mentir, mais avec une seule franchise, je peux ouvrir la porte à des débats que j'ai avec des amis, des proches, sur le sens de la moralité, sur le sens de la mort, et ce genre de choses, enfin vous avez compris maintenant, j'ai rabâché assez. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une seule franchise. Alors imaginez, avec l'ensemble des sagas horrifiques qui existent, et je parle même pas des sagas, je parle aussi des films one-shot, comme ceux de Dario Argento, qui racontent une seule histoire, avec un seul film. Et il y a plein d'autres réalisateurs, Mario Bava, Lucio Fulci, George Romero, Wes Craven,
John Carpenter, enfin bref, vous avez compris et j'en passe et des meilleurs. Tu vois, on a cette œuvre qui est dans ta télévision, qui est complètement immatérielle, qui n'existe pas, c'est un film, c'est des personnages fictifs, et tout d'un coup quand t'en parles, quand t'as des débats par rapport à des messages et des thématiques que propose ce cinéma-là par exemple, on a cette fiction qui sort de ton écran et qui va s'incorporer à la vie de tous les jours, qui va sortir et qui va venir nous envahir dans le vrai monde en quelque sorte. La profondeur narrative et les thématiques du genre horrifique. Ce qui prouve que l'horreur, loin d'être une simple mise en scène de la violence ou du macabre, sert de médium pour traiter des thématiques essentielles, psychologiques et sociétales, souvent ignorées par d'autres genres. La force narrative du cinéma d'horreur réside dans son approche radicale, capable de mettre en lumière des facettes de l'humanité, rarement explorées. Le potentiel de ce genre s'exprime dans les récits qui, au-delà de l'effroi, proposent une réflexion nuancée sur des thèmes philosophiques complexes. Et là, vous avez besoin d'exemples. Soit, l'œuvre de John Carpenter, The Thing, est emblématique de cette capacité de l'horreur à sonder la condition humaine. Inspiré par l'esthétique Lovecraftienne, ce film va bien au-delà de la simple confrontation avec une créature extraterrestre. Dans une atmosphère oppressante de paranoïa et de suspicion, Carpenter explore la peur de l'inconnu et de la perte de soi. La créature qui imite et assimile ses victimes incarne la terreur de l'altérité et de l'anéantissement de l'identité individuelle. Elle vous bouffe, bouffera les autres et finira par bouffer l'humanité entière. Je sais, c'est moins intelligent dit comme cela. Cette approche métaphorique donne au film une dimension philosophique inattendue et témoigne de la capacité de l'horreur à s'attarder sur des thématiques existentielles. Et nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Un autre exemple est celui de The Poughkeepsie Tapes, qui aborde le syndrome de Stockholm à travers une représentation troublante et glaçante. He loved me. Nobody ever lets me say it, but it's true. He loved me. Pour se défendre, les victimes, soumises aux tueurs, torturées parfois pendant des semaines, des mois, voire même des années, n'ont pas d'autre choix que de s'attacher au tueur en le percevant comme un sauveur. C'est un mécanisme de défense de l'esprit. Comme le tueur, le kidnappeur, enfin la personne qui vous veut du mal est la seule à pouvoir modifier votre destin et à décider tout pour vous, vous le prenez comme un père, un dieu, un sauveur. C'est la première fois que je voyais un sujet aussi étrange et délicat abordé d'une façon si effrayante. Surtout que ce phénomène est encore étudié aujourd'hui et persiste dans l'esprit de certaines victimes. On a vraiment des cas où les victimes n'ont pas déposé plainte ou poursuivi en justice les personnes qui les ont agressées pendant des mois. En abordant des sujets aussi délicats, le film révèle combien l'horreur peut incarner le reflet des dysfonctionnements de l'esprit humain, des sociétés, et jusqu'où tout cela peut aller pour illustrer les fractures mentales de notre espèce. Alors le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome psychiatrique qui se manifeste quand une personne, par exemple, qui a été victime de maltraitance, plutôt que de lutter contre son agresseur ou plutôt que d'essayer de s'extirper de la situation maltraitante, va finalement avoir un comportement qui va faire alliance avec son agresseur. C'est une réaction de protection psychique. Dans un registre différent, Hellraiser se distingue par sa représentation de la douleur, du plaisir et de l'amour obsessionnel. J'aime présenter ce film comme une histoire d'amour et non comme un film d'horreur. Le personnage de Julia trompe son époux parce qu'elle ne pense qu'à ses désirs sexuels, les souvenirs d'une nuit torride avec le frère de son époux. Et par la faute de cette tromperie, alors que pourtant elle possède un époux extraordinaire, elle va gâcher sa vie et surtout gâcher la vie des personnes autour d'elle, simplement pour un plaisir sexuel. Par ce biais, Hellraiser est une œuvre allant au-delà du simple film d'horreur. C'est une méditation sur les désirs humains et les tabous sociétaux. Et c'est ici que nous arrivons à la question centrale: à quoi servent les films d'horreur? La fonction cathartique des films d'horreur. La violence omniprésente dans les films d'horreur n'est pas un simple spectacle de l'horreur pour elle-même. Elle possède une valeur cathartique fondamentale en offrant au spectateur
un moyen de confrontation indirecte avec la violence et la peur. En offrant aux spectateurs un moyen de confrontation indirecte avec la violence et la peur, le cinéma d'horreur agit comme une voie de désensibilisation progressive. Cette confrontation avec des images extrêmes permet une exploration contrôlée des peurs qui hantent notre subconscient. Et pour cela, il y a un parcours à suivre. Ce parcours si inquiétant pour découvrir l'ensemble des contrées du genre horrifique commence par des œuvres plus douces, souvent classées ou non par des accords parentaux. L'un des premiers films que j'ai découvert lorsque j'étais enfant et où j'ai été confronté pour la première fois à une forme de peur, ce sont des œuvres comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Édouard aux mains d'argent ou encore Le Manoir hanté et les 900 999 milliers de je sais pas quoi fantômes. Ce ne sont pas des films d'horreur à proprement parler, mais certains passages peuvent faire découvrir l'horreur dans les yeux d'un enfant. Je me souviens de cette scène dans Le Manoir hanté avec les morts vivants qui m'avait vraiment terrorisé. Et toute l'étrangeté générale du film Édouard aux mains d'argent qui m'avait vraiment empêché de dormir sur une longue durée. Ces films sont importants, puisque c'est en général ici que des enfants découvrent la peur pour la première fois, à travers un simple écran de télévision. Par la suite, ce parcours poursuit sa progression vers des œuvres classées par une interdiction aux moins de 12 ans. La peur est beaucoup plus présente, suggérée, plutôt que montrée explicitement. Le sang est présent, mais en petite quantité, et vous ne verrez pas, sauf rare exception, des corps se faire trancher pendant de longues minutes. Ce sont des films importants, avec des jumpscares et des moments où le cœur travaille, des films à attraction, à sensations fortes, qui vous feront certainement peur, mais qui ne vous imposeront pas des images brutales ou gore. Par la suite, une fois familiarisés, les spectateurs se dirigent vers des œuvres classées avec une interdiction aux moins de 16 ans, où la violence devient plus directe, mais reste filtrée par des codes narratifs qui la rendent acceptable. C'est là où bon nombre de personnes sont hantées par des images indélébiles. À cet égard, des films comme Martyr ou Saw explorent des moments de souffrance extrême, où la violence sert de point culminant pour mettre en scène une exploration morale ou philosophique. Dans Martyr par exemple, la souffrance mène à un point de transgression de l'individu, qui, une fois brisé, atteint une forme de révélation métaphysique. Peut-on véritablement comprendre le sens de la vie à travers l'horreur? Et allez me dire après ça que le concept du martyr est une invention des religieux. On a tout essayé, même les enfants. Il se trouve que les femmes sont plus sensibles à la transfiguration. Les femmes jeunes. C'est comme ça, mademoiselle. Ce parcours sert de désensibilisation pour s'habituer à la violence et à des thématiques parfois difficiles. Nous serons confrontés à cela dans nos vies. Et je pense qu'un moyen de se désensibiliser de tout cela et de tout ce qui se passe, c'est de commencer par le faire à travers les films. Je pense sincèrement que c'est un moyen de progresser en tant qu'individu et à s'habituer à une forme de violence pour ne pas en avoir peur et pas que cela nous bouleverse lorsqu'on voit du sang, de la violence, etc. Une forme de préparation mentale de l'esprit parce qu'on va perdre nos proches et donc on va connaître la mort. Parce qu'on va être confronté à la violence, que cela soit en direct ou quotidiennement dans les informations. Parce que vous êtes déjà allé ou vous allez aller en boîte de nuit et l'une de vos amies va se faire tripoter par un pervers, comment je réagis? Comment j'agis? Et comment je fais pour que le pire ne se produise pas? People often ask me, why do people want to go and be scared? Well, my answer is that people don't want to go and be scared. They are scared. That we have resident fears, from real things. I mean, let's not forget real life, I think horror films are really, and I can only talk about the ones I've made because I don't go out and study other horror films, but what I think is you're dealing with fear. Basically, you're dealing with fear, and you have to get through to those fears. And in that way, you have to know what people are really afraid of these days as opposed to even 10 years ago, And then you have to cross the line so that you can elucidate those fears in a way, put them into a film
in a way that goes beyond necessarily good taste or what is proper in the society to speak about. L'horreur comme outil de résilience personnelle des individus. Le besoin de se confronter à l'horreur n'est pas anodin. Pour de nombreux spectateurs, ce genre de cinéma devient un moyen d'affronter des traumatismes personnels ou de trouver des réponses aux angoisses existentielles. L'horreur, en offrant des récits où la peur est matérialisée et contrôlée, permet une forme de résilience individuelle et collective. Je pense que le grand cinéma d'horreur, en tout cas, nous permet d'exorciser nos peurs, d'exorciser la société telle qu'elle est. C'est le principe de l'expression artistique, qu'elle soit littéraire, picturale, cinématographique. Je pense que l'idée de l'art, c'est aussi de nous confronter à nous-mêmes, à nos peurs, à nos angoisses. C'est pas forcément aller dans le sens du poil, c'est nous confronter nous-mêmes. Parce que dans cette confrontation, on peut renaître, de manière métaphorique, hein, bien sûr, mais on peut renaître, on peut se laver l'âme, on peut repartir autrement, apprendre quelque chose. Un spectateur ayant subi des violences peut par exemple trouver un écho à ses propres expériences dans un film comme I Spit on Your Grave, qui aborde la question de la vengeance et de la réappropriation de soi après un traumatisme. Pour d'autres, des œuvres comme It Follows, où la peur d'une menace invisible incarne la crainte d'une contagion ou des maladies sexuellement transmissibles, peut permettre d'affronter des angoisses contemporaines sur la santé et la sécurité. L'horreur, en dépeignant des personnes vulnérables, qui finissent par se relever de leurs épreuves, peut ainsi offrir aux spectateurs un miroir de résilience, les aidant à surmonter leurs propres peurs et à trouver une forme d'espoir. People approach me often and tell me that Sydney gave them strength, that she was an underdog who overcame, that she was not a victim. And as a female actress in this kind of film also, it's really nice to get to play a character like that, like a heroine who is not a victim in any way and does overcome. And it's amazing. You just don't know when you're making a film how it's going to inspire people, and she has inspired people a lot, and I'm grateful for that. Le cinéma d'horreur, loin d'être une simple sous-culture, est un genre complexe, offrant une exploration approfondie des peurs et des désirs humains, de la psychologie et des dilemmes moraux. En revisitant nos angoisses et nos limites, il transcende leur marginalisation pour faire écho à nos interrogations les plus profondes, ouvrant la voie à une reconnaissance culturelle et critique qui, un jour, fera de l'horreur non plus une sous-culture, mais une culture à part entière. Et à vrai dire, pour beaucoup de spectateurs, c'est déjà le cas. Bon nombre de spectateurs regardent des films d'horreur tout le long de l'année. C'est un peu comme une safe place, un endroit où on se sent en sécurité. Alors que pourtant, on regarde des choses absolument atroces. Beaucoup de blabla pour expliquer quelque chose que la majorité d'entre vous savent déjà. L'intérêt des films d'horreur ne réside pas simplement dans un désir de se faire violence en tant que spectateur, de voir simplement des scènes gore qui s'enchaînent, ou simplement sur cette volonté de se faire peur. Voilà, on entend tout le temps cette question. Quand quelqu'un va vous demander un conseil sur un film d'horreur, c'est quoi le film d'horreur qui t'a fait le plus peur? Quel est le film d'horreur qui pourrait potentiellement me faire le plus peur? Alors oui, ça fait partie des codes du genre, et si on a foncé sur le cinéma horrifique lorsqu'on était adolescent ou lorsqu'on était enfant, bah c'est parce qu'on avait envie de se faire peur, on avait envie de se défier. C'est la peur qui nous appelle. Mais une fois que tu es rentré dans ce cinéma horrifique, une fois que tu as plongé dedans, et que tu découvres tout un tas de classiques, tout un tas de films qui sont considérés comme cultes, et bah tu te rends compte que ça raconte des choses qui sont tellement, mais alors tellement profondes, et même bien plus que d'autres genres. C'est juste que les thématiques qu'exploitent les films d'horreur, elles me paraissent beaucoup plus matures parce que ça va parler de sujets qui sont parfois très difficiles, et de sujets qu'on peut dire, ouais, des sujets qui sont matures. Il y a des films d'horreur que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas ressentir si t'as pas vécu les mêmes choses. Mais pour vivre les mêmes choses, faut être plus mature, faut être plus adulte, faut avoir vécu des choses difficiles dans ta vie. Un film qui parle de la mort et d'une question de deuil, tu ne vas pas le comprendre si t'as pas un jour perdu l'un de tes proches. Et ça c'est qu'un exemple, mais il y en a tellement d'autres qui sont possibles avec d'autres thématiques et évidemment à partir d'autres films d'horreur. Donc dans les jours à venir, lorsque quelqu'un vous demandera c'est quoi le film d'horreur qui t'a fait le plus peur, vous avez intérêt de le corriger et lui dire non, me pose pas cette question. Demande-moi plutôt quel est le film d'horreur que j'ai vu qui possède l'histoire la plus originale et qui m'a fait le plus réfléchir
et qui m'a le plus inspiré dans la vie de tous les jours. Bon alors, c'est vrai que cette phrase elle est un peu longue et un peu chiante à poser. Je pense que la phrase « Quel est ton film d'horreur préféré ?» et surtout « Quel est le film d'horreur qui t'a fait le plus peur ?» va rester dans les traditions. Mais essayez de pousser un peu pour qu'il découvre des œuvres un peu anodines qui sortent de tous les standards actuels et de ce qu'on n'a pas l'habitude de consommer dans d'autres genres du cinéma. Essayez de prouver que cette culture, elle vaut la peine d'être défendue, bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et vous connaissez la propagande de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ouais, vous savez, vous connaissez les codes de YouTube maintenant qui sont là depuis la nuit des temps. Je vous fais de gros bisous sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Des bisous les amis. Mouah, ciao bene.